Bonjour à tous et bienvenue sur Strategy Manager. Alors dans cette première vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Strategy Manager, quel est son principe, sa philosophie et qu'est-ce que ce dashboard va vous permettre de réaliser. Avant toute chose, euh, pour utiliser Strategy Manager, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo de présentation, Strategy Manager est un expert advisor qui est donc disponible sur MetaTrader 5 pour l'instant. Une version pour MetaTrader 4 sera disponible prochainement. Mais il fonctionne également avec une interface graphique externe que vous allez devoir télécharger directement sur le site. Donc vous avez le lien juste sur la description en dessous de cette vidéo. Et donc c'est l'ensemble de ces deux programmes qui vont vous permettre de construire votre stratégie de trading et de l'importer dans votre dashboard sous MetaTrader et de pouvoir en voir le résultat suite au process de calcul qui sera réalisé derrière. On a donc deux programmes, le programme sur MetaTrader et le Strategy Manager interface graphique sur laquelle on va évidemment construire notre stratégie de trading. Alors, avant toute chose, on va faire un petit peu le parcours sur MetaTrader du dashboard et surtout de savoir comment on le lance, quelles sont les prescriptions et les contraintes qu'on va devoir respecter pour lancer proprement ce dashboard. Tout d'abord, avant de lancer le dashboard, vous allez devoir sélectionner toutes les devises sur lesquelles vous allez vouloir réaliser les process de calcul et donc qui vont vous intéresser en termes de trading. Ces devises, comme vous le savez probablement, elles apparaissent dans ce qu'on appelle le Market Watch sous MetaTrader. Et le dashboard de Strategy Manager va se baser sur ce Market Watch pour prendre les devises et effectuer des process de calcul sur ces devises-là. Ce qui est très important que vous compreniez, c'est que vous devez, avant de lancer le dashboard, sélectionner les devises qui vous intéressent et ensuite il ne faudra surtout plus changer ni l'ordre ni ne toucher au Market Watch, sinon ça vous oblige à relancer Strategy Manager, le dashboard. C'est pas grave en soi, c'est simplement une contrainte que dont vous devez avoir conscience. Donc, pour lancer Strategy Manager, le plus simple, c'est de sélectionner le set de devises. Alors, par exemple, là, sur l'exemple qu'on va suivre, moi, je vais sélectionner toutes les devises, les cross devises. Voilà, bon, ça permet d'en avoir un certain nombre. Peu importe, de toute façon, vous sélectionnez celle qui vous intéresse. Ensuite, vous lancez une fenêtre. Ah bah, j'ai déjà un ordre, bon c'est pas grave. Vous lancez une fenêtre pour pouvoir lancer le dashboard et vous double-cliquez sur le dashboard, ce qui va déjà commencer à faire apparaître les différentes options du dashboard. Alors, euh, les différentes options du dashboard, elles sont globalement en deux groupes. Vous avez cette première partie-là qui s'appelle General Input, c'est un peu les plus importantes. Et tout ce qui est color input, je vous laisserai regarder, c'est uniquement de la couleur, des épaisseurs de ligne, etc. Vous pourrez regarder ça tranquillement à tête reposée. On va plutôt s'intéresser aux general input qui peuvent être assez dimensionnantes par rapport à votre stratégie de trading. Il y a quelques inputs qui sont importantes et que je vais vous expliquer. La première, je pense, et c'est la plus importante de toutes, c'est le moteur et le process de calcul qui va être effectué sur le dashboard MetaTrader. Vous allez choisir avec cette option de savoir si le process il va être effectué sur chaque tick de chaque devise, euh, donc c'est assez lourd de conséquences, ou uniquement sur la clôture des bougies.
et donc sur l'ouverture également, sur le prochain tick d'ouverture d'une nouvelle bougie. En gros, selon votre stratégie de trading, peut-être que vous travaillez uniquement sur un nouveau tick de nouvelle bougie, soit vous travaillez en trading sur chaque tick de chaque devise. C'est assez important, cette option-là. Si vous mettez true, vous pouvez donc, vous allez donc uniquement travailler sur les clôtures de bougies. Si vous mettez false, vous allez avoir sur chaque tick le process de calcul qui va s'effectuer. Je porte simplement à votre, enfin, outre l'aspect lié à votre façon de trader, à votre stratégie de trading, simplement, évidemment, si vous choisissez false, c'est-à-dire sur chaque tick, tous les process calculatoires derrière vont être évidemment plus importants puisque le process de calcul sera effectué sur chaque tick et non pas à chaque nouvelle bougie. Et donc, il est beaucoup plus lourd et nécessite des ressources machines éventuellement plus importantes selon la quantité de devises que vous allez sélectionner. Techniquement, il n'y a pas vraiment de limite. Le dashboard a évidemment été très optimisé en termes de process de calcul. Maintenant, c'est plus une question de ressources machines que vous allez mettre derrière. Donc cette option, elle est assez dimensionnante. Je vais laisser antique, moi, par exemple. L'option qui suit, elle vous permet en fait de sélectionner sur quel événement les alertes vont vous être envoyées. Euh, Avec le dashboard, vous allez pouvoir placer des barres de notification si le prix la dépasse ou etc. Vous avez la possibilité soit d'attendre qu'il y ait une clôture de bougie pour que l'alerte soit envoyée si la condition est respectée, ou si c'est à chaque tick que le test va être fait. Alors les deux options qui suivent sont des options qui vont être affectées à le système d'auto-trading qui également est disponible sur le dashboard, qui sera l'objet en fait d'une autre vidéo. Là, on va surtout se baser sur le principe de la construction de la stratégie de trading, mais vous verrez qu'avec Strategy Manager, vous allez pouvoir réaliser de l'auto-trading. Et ces deux options vous permettent simplement de choisir si vous voulez, pour la première, clore les positions opposées classiquement, et pour les comptes disposant du hedging, de permettre de prendre des ordres de direction opposée. On reviendra dessus sur la vidéo qui expliquera le principe du trading sur Strategy Manager. Alors, les quatre autres options sont également assez dimensionnantes puisque le principe du dashboard, comme vous avez pu le voir, c'est qu'en ligne vous avez les devises et en colonne vous allez avoir jusqu'à 4 timeframes qui seront grosso modo vos timeframes de travail. Euh, on dit souvent qu'en trading, il faut regarder plusieurs timeframes. Pour l'instant, vous avez jusqu'à 4 timeframes de disponibles. Et ces timeframes, vous pouvez les choisir à l'ouverture justement donc du dashboard. Donc vous avez le daily, etc. Enfin, vous avez tous les timeframes que vous voulez. C'est vous qui les choisissez. Tout va dépendre de votre stratégie de trading, de votre façon de faire, etc. De base, là, on a le daily, le H4, le H1 et le 15 minutes, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est que vous ne pourrez pas le modifier une fois que le dashboard sera lancé. C'est quelque chose qui est inscrit en dur puisque derrière cette sélection de time frame, lorsque vous allez charger tous les indicateurs pour réaliser les process de calcul derrière, ces indicateurs vont être chargés à des time frames bien spécifiques et les process vont se faire à ces time frames bien spécifiques et on ne peut pas les changer comme ça à la volée. Encore une fois, il suffira de redémarrer le dashboard pour pouvoir changer ces time frames là. Les deux dernières options, ce sont simplement des colonnes d'informations. Alors,
vous pouvez choisir dès le départ l'information que vous souhaitez sur ces colonnes, sachant qu'il y en a plusieurs. Vous verrez différentes possibilités de ce qui va vous intéresser comme affichage. Vous pouvez mettre les résultats de vos trades en cours, etc. Je vous laisserai regarder. Par contre, c'est pas fondamentalement important dans le sens où en fait quand le dashboard est lancé vous allez pouvoir cycler en fait entre toutes les propositions d'informations pour chaque colonne. Donc c'est simplement on va dire la proposition de départ que vous choisissez, mais vous n'avez pas besoin de relancer le dashboard pour pouvoir, par exemple, passer de résultats au volume en cours, par exemple. Voilà, donc pour les options, ça c'est donc fait. Donc moi je vais partir sur, bon, voilà, sur ça, c'est très très bien. Clac, donc là vous cliquez sur OK, et voilà comment ça démarre. Alors, petite, toute petite information, moi je me suis mis automatiquement une colorimétrie sur, sur MetaTrader, une colorimétrie simple, voilà, histoire que ce soit visuellement agréable. Euh, Par contre, évidemment, vous pourrez choisir la colorimétrie qui vous intéresse. Ça, c'est pas un problème. Donc, le Strategy Manager se présente sous cette forme-là. Donc, le dashboard, c'est donc en ligne les devises qui sont sur le Market Watch. Donc, on ne touche plus hein, maintenant, évidemment. Vous avez les deux colonnes dont je vous parlais. Donc, le volume, le spread, puisque ça a été choisi comme ça. Mais si vous, par exemple, vous cliquez sur le titre d'une colonne, vous pouvez cycler entre les différentes valeurs. Il n'y a aucun problème. Au début, ça peut prendre un peu de temps quand on clique dessus. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Il récupère les informations. Il vient récupérer et télécharger toutes les informations sur le serveur de MetaTrader. Mais une fois que c'est fait, après, vous pouvez cycler sans aucun problème sur les différentes valeurs qui vous intéressent. Et vous avez donc en colonne ici les 4 time frames que vous avez choisis. Donc moi j'ai choisi le daily, H4, H1 et le M15. Au niveau de sa conception générale, vous pouvez déplacer le dashboard en laissant cliquer sur le titre, en le mettant où vous voulez. Ça c'est simple, on retrouve un fonctionnement assez simple d'une fenêtre. Hein. Ici vous pouvez iconiser et désiconiser. On va s'inquiéter de ces boutons-là dans cette vidéo. Sur ces boutons-là, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Grosso modo, sur la partie gauche ici, ça va justement être lié à votre stratégie de trading. Et sur la partie droite, c'est plutôt ce qui concerne l'auto-trading, les notifications et le placement manuel d'ordre à l'aide du clavier où on fera des vidéos spécialisées dessus. Donc maintenant que ça c'est fait, on va basculer sur l'interface externe Strategy Manager. Donc je considère à ce stade-là que vous l'avez bien sûr téléchargé sur le site. Donc je rappelle, le lien est dans la description. C'est un programme qui s'installe très simplement. Vous double-cliquez dessus, il s'installe et il va démarrer dans cet état-là. Dans cette vidéo, vous allez avoir 3 onglets, Building Strategy, Trading Alert et Manual Trading. Pour l'instant, dans cette vidéo, on va se focaliser sur Building Strategy puisque c'est ce que l'on cherche à faire et puis surtout c'est la première vocation du dashboard, c'est de pouvoir construire une stratégie et d'en voir le résultat très simplement. Alors, quelle est la philosophie de la construction d'une stratégie de trading sous Strategy Manager? C'est la suivante. Vous allez en fait pouvoir créer une stratégie de trading basée sur des sous-stratégies. Vous allez avoir jusqu'à 4 sous-stratégies, donc la 1, la 2, la 3, la 4. Elles vont fonctionner exactement de la même manière. Donc je vais vous en expliquer une et ce sera exactement pareil pour les autres. Chaque sous-stratégie va en fait être la comparaison booléenne et mathématique entre deux choses.
Une chose, ça peut être soit le prix lui-même, soit une valeur numérique, 3,4, 1000, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, soit une ou des sorties d'un indicateur que vous allez pouvoir choisir parmi toute cette liste. Alors, d'où viennent ces indicateurs? Là, il va falloir être très attentif pour que vous compreniez bien. En réalité, Strategy Manager n'embarque pas en lui les indicateurs de MetaTrader. Il ne va faire qu'appel à ces indicateurs lorsque vous chargerez votre configuration dans le dashboard. En fait, dans l'interface graphique, il y a une sorte de base de données, on y reviendra après, une sorte de base de données qui connaît les indicateurs et qui connaît les informations liées aux indicateurs. Par exemple, si je choisis Moving Average, le plus classiquement, la base de données indique que sous MetaTrader, en fait, un Moving Average, il y a une période, il y a éventuellement un shift possible, il y a une méthode qui peut être simple, exponentielle, smoothed par exemple, et on peut appliquer ça à la clôture du prix ou à l'open, au high, au low, etc. Donc ça, c'est simplement une base de données qui est quelque part, on reviendra dessus après, mais en aucun cas, l'indicateur lui-même n'est dans Strategy Manager. En fait, lorsque vous chargerez votre configuration, euh, le Strategy Manager va faire appel et va appeler l'indicateur qui est sur votre disque dur dans MetaTrader. Donc, si l'indicateur ne fonctionne pas ou mal, Strategy Manager n'y pourra absolument rien puisque l'indicateur n'est pas dans Strategy Manager, il ne fait que l'appeler. Il ne fait que l'appeler, il le charge en mémoire et effectuera des calculs et des process calculatoires mathématiques en se servant des sorties de cet indicateur. Ça a un désavantage et un gros avantage. Le désavantage, c'est que si l'indicateur ne marche pas, Strategy Manager ne va pas forcément s'en rendre compte parce il ne sait pas ce que fait techniquement l'indicateur. Il ne fait que prendre ses sorties et en fait des process calculatoires derrière. Ça, c'est le désavantage, on va dire. Par contre, c'est un gros avantage. C'est qu'avec Strategy Manager, vous allez pouvoir utiliser vos propres indicateurs, soit des indicateurs que vous aurez conçus vous-même, soit des indicateurs que vous aurez achetés gratuitement ou pas sur le marché de MetaTrader. La vocation à la base de Strategy Manager, c'est pas de se limiter uniquement aux indicateurs qui sont gratuitement fournis avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. La vocation de Strategy Manager, c'est de pouvoir utiliser vos propres indicateurs, que vous aurez payés ou non, euh, pour les inclure dans une stratégie plus globale et les lier éventuellement avec d'autres indicateurs pour vous donner justement cette profondeur et cette facilité de voir un résultat immédiat de façon multi-time frame et multi-devise. Ça, c'est le gros avantage et c'est pour ça que Strategy Manager est basé sur ce principe-là. Donc, parenthèse étant faite, j'en reviens au principe de la construction d'une stratégie de trading. Donc, une sous-stratégie, c'est simplement la comparaison entre des sorties numériques ou du prix ou d'un indicateur avec, même chose, des sorties d'un indicateur ou un prix ou une valeur numérique. Alors, pour vous compreniez bien le principe, on va faire quelque chose de très simple. On va imaginer une stratégie multi-time frame, multi-devise, basée tout simplement sur un croisement de moyenne mobile. On va vraiment pas aller bien haut dans une stratégie évoluée, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. On va faire qu'une seule sous-stratégie. Ce sera donc ça, la stratégie globale. Et on va dire, voilà, moi je voudrais savoir je vais par exemple créer une moyenne mobile rapide, par exemple sur une période de 6, admettons. Pas de shift, on va la faire simple, par exemple, ou tiens, exponentielle, pourquoi pas. On va l'appliquer à la clôture des prix. Et puis, je voudrais la comparer à une autre moyenne mobile
un peu plus lente. Voilà, on va faire allez, 15 par exemple. On va la faire smoothed par exemple, et puis on va l'appliquer aussi à la clôture des prix. Et ensuite, on va regarder, on va construire notre stratégie de la manière suivante. Lorsque vous choisissez ici l'indicateur, le prix ou la valeur numérique, vous allez ici pouvoir, dans la même colonne, donc chaque colonne en fait est liée à cet indicateur. Enfin, la colonne, l'indicateur ici va en fait contraindre toute la colonne. Et ici, vous allez retrouver les sorties possibles de votre indicateur. La sortie possible d'une moyenne mobile, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une seule, c'est la moyenne mobile en elle-même. Il n'y a qu'une seule sortie. Si par exemple vous preniez, je vais mettre à côté, mais si vous prenez l'Ishimoku, par exemple, l'Ishimoku, vous avez 5 sorties possibles. Vous avez la Tenkan, la Kijun, la Span A, la Span B, la Lagging Span, par exemple. C'est simplement pour que vous compreniez le principe. Donc vous allez dire, voilà, moi, je voudrais comparer mes deux moyennes mobiles. Et là, vous allez pouvoir remplir les deux grandes cases de couleurs. Alors, ces deux grandes cases de couleurs, on va les apparenter à ce qu'on va plutôt appeler quelque chose comme étant de l'achat pour le bleu et de la vente pour du rouge, mais c'est purement c'est purement de l'interprétation. Le principe du dashboard, c'est que vos petites cases du dashboard vont se colorer en bleu ou en rouge selon que le process de calcul soit vérifié par rapport aux règles que vous aurez mises. Mais effectivement, on va considérer que, par exemple, si la moyenne mobile rapide, elle est au-dessus, donc supérieure à la moyenne mobile lente, on va plutôt considérer que on serait en tendance acheteuse, donc j'ai plutôt envie euh, d'afficher ma petite case correspondante en bleu et pas en rouge qui sera plutôt associée à de la vente. Donc voilà, moyenne mobile rapide supérieure à la moyenne mobile lente, on va considérer que ce sera de l'achat et donc je veux que ça s'affiche en bleu. Et ce que je vais faire, c'est que pour cette règle-là, je vais appliquer cette règle-là à tous mes timeframes. Je ne vais pas m'embêter. À chaque fois, pour chaque timeframe, je vais vouloir voir si ma moyenne mobile rapide elle est supérieure à ma moyenne mobile lente. Et si c'est le cas, je veux que ma case elle soit bleue. Et on va faire pareil pour la vente. Évidemment, on va dire que si la rapide elle est inférieure à la lente, pour tous les timeframes pareil, euh, je vais vouloir que ça s'affiche en rouge. Alors, ces trois options-là, je vais vous les expliquer juste après. On va déjà tout de suite voir comment intégrer une stratégie dans le dashboard. Pour intégrer une stratégie dans le dashboard, il va au préalable falloir que vous fassiez une petite manipulation. Il faut savoir en fait que MetaTrader n'autorise pas de traiter des fichiers de votre disque dur n'importe comment. En fait, il est limité à un répertoire bien précis. Il va donc falloir que vous sauvegardiez votre stratégie de trading à cet endroit précis. Alors, comment faire pour faire cela? C'est très simple. Vous allez dans Stratégie Manager, dans le dashboard, sous MetaTrader, et vous cliquez sur Fichier et ouvrir le dossier de données. Voilà. Vous arrivez ici, et ici, vous allez voir un répertoire qui s'appelle MQL5, c'est le langage de programmation de MetaTrader, et vous allez voir ici le fichier File. Vous double-cliquez dessus. Voilà, c'est dans ce fichier-là que vous allez pouvoir enregistrer votre fichier de configuration. Donc ce que l'on fait, c'est que basiquement, je copie toute la longueur du répertoire. Clac. Je retourne sur Strategy Manager, je fais Save. Clac. Je me remets le répertoire ici, et voilà. Et donc là, je suis sous le bon répertoire. C'est très important. Si vous ne faites pas cette manipulation-là et que vous sauvegardez votre fichier de configuration ailleurs, ça ne marchera pas. Il faut absolument que vous puissiez le mettre dans ce répertoire-là.
Donc je vais l'appeler conf, admettons conf 02 par exemple. Conf 02, voilà, donc c'est un fichier TSF. Conf 02, je fais enregistrer, et voilà, c'est enregistré. Donc ce système va vous permettre de pouvoir créer plusieurs types de stratégies différentes, autant de fichiers que vous voulez, et vous pourrez ensuite importer le fichier que vous voulez sous MetaTrader. Donc au moins ça vous permet de pouvoir tester différents types de stratégies, de pouvoir les recharger, les modifier, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez sous MetaTrader, et c'est là que vous allez appuyer sur le petit bouton Load, ici. Donc là, vous rentrez le nom conf02.tsf de votre fichier de configuration de stratégie. Vous appuyez sur OK, et voilà, ça a chargé. Alors le temps de chargement est plus ou moins long selon évidemment le nombre de devises et selon la complexité de votre stratégie. Plus vous aurez d'indicateurs à charger, plus vous aurez de devises, plus ce sera long. Mais généralement, ça ne dure pas très très longtemps. Donc voilà le résultat de la stratégie. Alors là, la stratégie est très simple, hein. Une moyenne mobile rapide au-dessus d'une moyenne mobile lente, et inversement, si pour les cases rouges, plutôt à la vente. Déjà, ça veut dire que forcément toutes les cases vont être remplies parce qu'on se trouve forcément dans un cas ou dans l'autre. Soit la moyenne mobile rapide elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Il n'y a pas de cas où il n'y aura pas de résultat. Donc c'est forcément bleu ou rouge. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, le petit bouton que vous avez juste après, ça va vous permettre d'afficher tous les indicateurs liés à votre stratégie de trading. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître en fait les indicateurs que vous avez choisis, donc la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. La seule petite limitation, c'est qu'on ne peut pas, à l'aide de l'interface graphique, avoir des options de configuration de couleurs ou etc. pour les indicateurs, parce que c'est pas accessible. Il faut le faire une fois que vous avez importé votre stratégie dans le dashboard. Donc là, par exemple, bon, je vais laisser la mobile rapide comme ça, et la mobile lente, je vais la mettre un peu plus épaisse, histoire qu'on la voit un peu mieux, voilà, et qu'on la différencie. Donc là, par exemple, ici, on est donc sur le daily de l'AUD-USD, hein, c'est en rouge, vous avez exactement l'endroit où vous êtes sur le dashboard, AUD-USD daily, et on voit qu'effectivement la moyenne mobile rapide, alors là il y a un ordre ici que je vais l'enlever d'ailleurs, clac, voilà. Tac, voilà. Donc on voit que la moyenne mobile rapide, elle est au-dessus que la moyenne mobile lente, donc j'ai une case bleue. Tout simplement parce que ça respecte la condition de ma stratégie. Rapide au-dessus de la lente, j'ai une case bleue. Rapide en dessous de la lente, j'ai une case rouge. On va regarder ça tout de suite. Je mets sur n'importe quelle case rouge. Voilà. Rapide en dessous de la lente, j'ai une case rouge. Ça va pas plus loin que ça. Et ça vous permet de voir ça pour tout. Alors, le principe du dashboard, ça va justement d'être de complexifier évidemment la stratégie, mais ça va surtout être aussi de peut-être de voir des choses qui vont vous intéresser. Par exemple, on voit que sur l'euro GBP, bah tiens, tout est rouge. Est-ce qu'on ne serait pas sur un momentum un peu intéressant pour la vente, etc. Voilà. C'est un peu ça le principe de stratégie manager, c'est de vous permettre de façon multi-time frame et multi-devise de voir peut-être des éléments ou des timings de prix clés qui vont vous intéresser par rapport à ce que vous aurez choisi en termes de process de calcul derrière. C'est ça le principe. Alors, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'était un peu intuitif. Quand vous cliquez sur une case, vous allez directement à l'endroit concerné. Là, je suis sur l'AUD CHF en H4, et là, je navigue entre les différents timeframes de l'AUD CHF. Hein. Seule petite contrainte, lorsque vous enlevez les indicateurs et que vous les remettez, on ne peut pas en fait conserver les informations de couleur, donc ça vous oblige à remettre ce que vous aviez choisi, par exemple pour les infos de couleur.
Après, il n'y a pas de raison que vous les enleviez une fois que que vous les avez affichés, puisqu'ils resteront affichés et s'adapteront au graphique en cours selon la navigation que vous faites dans le dashboard. Alors voilà pour donc une stratégie très très simple. Euh, on va faire l'exemple d'une stratégie un petit peu plus complexe, histoire de voir ce que ça donne. J'avais préparé une petite stratégie un peu plus intéressante, voilà, basée sur tous les indicateurs. Et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu plus aussi comment fonctionne euh, la construction de la stratégie. Alors, juste avant, donc on a fait une stratégie qui avait qu'une seule sous-stratégie, assez simple. Là, on va imaginer une stratégie, on va utiliser tout le potentiel de stratégie manager, on va utiliser les 4 sous-stratégies possibles avec des indicateurs différents. Alors, encore une fois, les indicateurs que vous allez utiliser, la façon dont vous allez les affecter aux différents timings, etc., ça va vraiment dépendre de votre stratégie globale. En fait, votre stratégie globale, c'est vous qui allez la concevoir. Euh, selon la façon dont vous tradez, vous allez être intéressé plutôt par des time frames plutôt élevés ou des time frames plutôt bas, etc. Vous allez vouloir différents types de process. Et là, par exemple, on va partir sur une stratégie qui est un peu fictive et qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire en termes d'application des process à des timeframes particuliers. On va imaginer, en fait, dans ces stratégies-là, que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse dans ma stratégie, c'est de dire que mes deux premiers timeframes, par exemple le daily et le H4, ça va un petit peu être mes timeframes de détection de tendance globale de fond par rapport au prix. Donc je vais utiliser en fait un indicateur qui est le MACD, qui est assez largement utilisé d'une façon très simple en disant voilà, pour ces deux time frames là, j'ai envie de savoir si ma tendance de fond elle est plutôt haussière ou plutôt baissière. Par exemple, je ne prétends pas être un bon trader, hein, pas du tout, mais c'est simplement pour vous expliquer le principe et la philosophie. Et donc, on va utiliser un MACD, donc toujours, hein, vous le choisissez dans la colonne ici, et on va le comparer à une valeur numérique. Donc, vous choisissez value. Le MACD, vous avez les réglages de base du MACD, on l'applique aux clauses. Vous pouvez évidemment les changer, vous faites tout ce que vous voulez. Et dans le MACD, vous avez deux sorties possibles, le signal ou le MACD lui-même. Alors le signal, je ne crois pas me tromper en disant que c'est une sorte de version lissée du MACD. Bon, j'ai choisi signal comme ça, histoire de. Et en fait, le principe, c'est qu'on va sélectionner uniquement le time frame 1 et le time frame 2 qui correspondent exactement sous le dashboard à daily et H4. En fait, TF1, TF2, TF3, TF4, c'est les time frames dans l'ordre que vous avez ici. Pour moi, ça correspond à daily H4. Après, pour vous, ça peut correspondre à autre chose si vous aviez choisi d'autres time frames au démarrage du dashboard, hein. Mais pour moi, ça correspond à daily et H4. Alors, euh, ce qu'on dit, c'est que pour ces deux time frames de fond, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le MACD il est positif ou négatif. Positif, dans ce cas-là, je veux que ça affiche une case bleue. Négatif, dans ce cas-là, je veux que ça affiche une case rouge. Et dans les deux cas, je ne choisis uniquement que les time frames 1 et 2, que ce soit à l'achat ou à la vente, enfin plutôt en haussier ou en baissier. Pourquoi je choisis ça? C'est que je ne veux pas polluer des règles que je vais créer à côté pour le time frame 3 et le time frame 4. Donc en fait, ça veut dire que cette règle-là, cette sous-stratégie-là, ne sera pas appliquée au time frame 3 ou au time frame 4. On va différencier, on va séparer les blancs des jaunes, entre guillemets, pour uniquement affecter à ces deux time frames-là ce process de calcul. Et donc, on va créer une autre sous-stratégie qui, par exemple, va consister à regarder un petit peu l'Ishimoku, par exemple. Donc, on choisit l'Ishimoku à gauche et à droite, on va le comparer avec lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai envie de savoir si ma Tenkan, elle est au-dessus de la span A et aussi au-dessus de la span B et aussi au-dessus de la Kijun. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça répond à l'une de vos questions. Chaque ligne ici, c'est un et logique.
C'est-à-dire que pour que la règle soit vraie, il faudra que chaque ligne testée par le process de MetaTrader et enfin de Strategy Manager soit vraie. Donc si la Tenkan est supérieure à la span A et que la Tenkan est supérieure à la span B, ce qui signifie en gros que la Tenkan sera supérieure au nuage, pour ceux qui connaissent l'Ishimoku, et également que la Tenkan soit supérieure à la Kinjun, ça voudra dire que je colorierai la case correspondante en bleu. Et alors quelle case? Cette règle va uniquement être appliquée au time frame numéro 3, c'est-à-dire ce sera en H1. Ça veut dire qu'en H1, je vais regarder un peu comment se comporte l'Ishimoku de manière assez simple, hein, voilà. Et pareil pour la vente, si la Tenkan est en dessous du nuage et de la Kinjun, sur le time frame 3, je veux aussi regarder et colorer la petite case en rouge pour voir s'il y a une tendance plutôt baissière à voir. Et alors ce qu'on va faire, c'est que les deux dernières sous-stratégies, alors oui, ce qui est important, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque sous-stratégie va être reliée entre elles par un mot-clé AND ou OR. Alors c'est très important, c'est un, un principe booléen mathématique. Euh, Ça veut dire qu'en gros, cette stratégie-là va s'appliquer sur ces deux timeframes-là et cette stratégie-là va s'appliquer sur le timeframe numéro 3. Il n'y a donc pas de lien entre elles. Donc il faut mettre un OU, OR en anglais, qui vous permettra de bien séparer ces deux stratégies. Elles n'ont pas de lien entre elles, ces stratégies. Ce pas les mêmes indicateurs, même peu importe, ça pourrait être des indicateurs différents, mais surtout, elles ne sont pas sur les mêmes time frames. Donc à partir du moment où elles ne sont pas sur les mêmes time frames, le but, c'est d'utiliser le mot-clé OR. Si j'avais voulu, et c'est ce qu'on va voir ici, associer deux sous-stratégies ensemble sur un même time frame, on va utiliser le mot-clé AND, qui est le et mathématique. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Sur le dernier time frame, le time frame numéro 4, donc mon petit time frame, c'est-à-dire un time frame qui va correspondre à peut-être un momentum qui m'intéresse particulièrement et que je veux voir se déclencher, on va par exemple utiliser bêtement un RSI qu'on va comparer à une valeur. Alors par exemple le RSI appliqué à close, période 14, bon c'est le classique. Là j'ai peut-être été un peu violent, mais je vais par exemple, voilà, je vais le comparer donc par rapport à une valeur et je vais dire que si le RSI il est supérieur à 55 par exemple, ou 31, et inférieur à 45 par exemple, et donc j'applique uniquement ça au time frame 4, et que donc je suis évidemment séparé du mot-clé OU, hein, pour pas qu'il y ait de lien entre les différentes stratégies, puisque je ne suis pas sur le même time frame, et ben je vais vouloir que mes petites cases se colorient en bleu ou en rouge. Mais par contre, je veux en plus affecter une deuxième règle à ce même time frame, ici. Vous voyez, je veux également, par exemple, voir un rapide croisement de moyenne mobile quand même pour savoir si sur le petit time frame, je suis plutôt à la hausse ou à la baisse. Juste histoire de voir. Donc je prends une moyenne mobile rapide, une moyenne mobile lente, hein, comme on a vu tout à l'heure. J'affecte mes process de calcul. Je sélectionne le bon time frame et je fais un AND. Donc ça veut dire que pour le time frame numéro 4, ce qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, au M15 chez moi, pour le time frame numéro 4, je vais avoir finalement deux règles qui vont devoir toutes les deux être vraies, sinon je n'aurai pas de résultat. C'est-à-dire qu'il va falloir que mon RSI, par exemple, soit supérieur à 55 et que ma moyenne mobile rapide soit supérieure à la lente pour que j'ai une petite case bleue qui s'illumine. Sinon, ce ne sera pas le cas. Si j'ai que l'un des deux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ce que je fais, c'est que maintenant que j'ai terminé, je le sauve. Je vais le sauver dans configuration 1 par exemple, clac, et je vais le charger directement. Donc j'enlève ça qui ne me sera plus utile et je vais le charger dans le dashboard. Alors là, vous voyez que c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs. Et vous voyez, voilà. Donc au fur et à mesure que les tics, parce que je vous rappelle que le moteur que j'ai choisi de travail au départ, quand j'ai lancé le dashboard, c'est sur chaque tic. Donc au fur et à mesure des tics qui vont arriver sur chaque devise, le dashboard va se mettre progressivement à jour. Et à chaque tic,
toute la ligne va se mettre à jour. Et vous voyez par exemple, alors, vous voyez là ça se met à jour progressivement, et puis comme c'est sur chaque tick, ça peut même varier, hein, dynamiquement ça va changer au fur et à mesure de l'évolution des prix. Donc par exemple là sur l'AUD USD, alors je vais donc afficher clac tous les indicateurs. Donc là on retrouve tous les indicateurs, hein. On retrouve l'Ishimoku parce qu'on s'en sert, on retrouve des croisements de moyenne mobile, on retrouve le MACD et le RSI. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Par exemple, euh, sur mes time frames les plus élevés, on voit qu'on est plutôt en tendance haussière. Alors pourquoi? Ça veut dire que le MACD, effectivement, il est au-dessus. Il est au-dessus, donc la petite case est en bleu, c'est normal. Et sur le H4, on est au-dessus aussi, la petite case est en bleu. Voilà, donc c'est tout simple, mais c'est la raison pour laquelle la case est en bleu. Euh, Ensuite, sur le H1, qu'est-ce que j'avais sur le H1? Sur le H1, j'avais mon Ishimoku. Alors, mon Ishimoku, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pas de résultat. Pourquoi? Parce que mon Tenkan, il est ni supérieur au nuage. Alors, on va regarder ça, et effectivement, c'est le cas. Voilà, on va regarder. Donc, la Tenkan, je vais la mettre allez, de façon un petit peu plus grosse pour qu'on la voie. Tac. Et puis la Kinjun est en bleu. Oui, c'est très bien. Hop, voilà. Donc là, vous voyez qu'effectivement, la Tenkan, elle est dans le nuage. Donc ça veut dire que comme elle n'est pas au-dessus ni en dessous, la case est blanche. Ça veut dire que le résultat, il est faux. Je suis pas dans un cas ou je suis pas dans un autre. Donc le résultat est faux. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on peut le voir ici, par exemple aussi. Là, on est au milieu du nuage, donc ça marche pas. Ça marche pas. On va regarder ici aussi. On est au milieu, donc ça marche pas. Donc voilà, là c'est simple, hein, la règle se comprend. Et ensuite pour mon dernier time frame, donc mon dernier time frame, c'est le croisement de moyenne mobile et mon RSI. Donc pour rappel, mon RSI, il devait être supérieur ou inférieur à 55 ou 45 et avoir le croisement de moyenne mobile dans le bon sens, plutôt à la hausse ou à la baisse. Alors encore une fois, hein, je suis pas du tout bon trader, donc vous formalisez pas sur les règles que je mets, ça va probablement faire hurler certains. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, hein. Le but du dashboard, c'est de vous donner un premier dégrossissement multi-time frame, multi-devise de votre stratégie, mais in fine, euh, vous devez compléter évidemment cette première analyse simple et rapide par votre propre jugement, hein, évidemment. Et donc, le RSI, donc là, par exemple, on voit que, alors, on va peut-être juste simplifier un petit peu. Voilà, ma moyenne mobile rapide, je vais la mettre en, pas en rouge parce que pour pas la confondre avec la Tenkan, je vais la mettre en, allez, en violet, assez épaisse. Voilà, clac, par exemple. Et puis ma lente, elle est là, ça doit être celle-là. Voilà, la SMA 10. Je vais la laisser, alors je vais la mettre en, tac, je vais la mettre en noir, tiens, allez, en noir, et je vais la mettre très grosse pour qu'on la voit bien. Hop, voilà. Alors, tac. Donc là, on voit que la rapide, effectivement, elle est tout juste en dessous de la lente, et que le RSI, il est inférieur à 45, hein, il est à 38,09. Donc c'est la raison pour laquelle ça correspond à la règle. Les deux règles sont respectées, donc ma petite case elle est rouge. On va regarder ici pour le bleu. Là, mon RSI, il est à 75,03. Donc effectivement, ça c'est bon. Et ma rapide, elle est juste au-dessus de la lente. Donc c'est bon. Ça correspond, non pardon, la rapide elle est là, elle est au-dessus de la lente, donc ça correspond effectivement à la règle, donc tout va bien. Puis là on va par exemple regarder un cas qui ne marche pas. Là on a la rapide qui est, alors il faudrait peut-être grossir un peu pour qu'on voit. Tac, on voit pas très bien. Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Alors là c'est vraiment au poil de, on va essayer de prendre un, voilà, là c'est plus simple. Voilà. Donc là, la rapide, elle est clairement au-dessus de la lente, mais le RSI est à 52, il n'est pas à 55, donc ça ne marche pas. Raison pour laquelle la case est vide. Voilà, donc vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe du dashboard et de ce que cela vous permet de faire.
Avant de conclure cette vidéo, je vais simplement vous expliquer les petites options que vous avez en dessous et regarder un petit peu plus les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir construire votre stratégie. Parce que c'est vrai que là, j'ai utilisé que des supérieurs et des inférieurs, mais vous en avez d'autres, des outils. Alors on va faire le tour. Alors, par exemple, je vais prendre cette colonne-là. Donc, vous avez supérieur ou inférieur. Vous avez également supérieur ou égal, inférieur ou égal, ce qui peut éventuellement être différent. Vous avez aussi la parfaite égalité, c'est-à-dire que je veux que la sortie de mon indicateur soit égale à quelque chose. C'est possible. Après, tout dépend des indicateurs que vous utilisez. Il peut y avoir des indicateurs que vous aurez sur le marché qui vont fonctionner d'une certaine manière, qui peuvent prendre des valeurs 0, 1, 2 en fonction de ce qu'ils indiquent. Bon, voilà. Vous pouvez aussi avoir le symbole différent, c'est-à-dire que je ne veux pas que mon indicateur soit égal à telle donnée ou telle chose, donc différent. Et en bas, vous avez croisement à la hausse ou croisement à la baisse. Alors je vais m'attarder un petit peu plus à la façon dont ça fonctionne. Euh, le croisement à la hausse ou le croisement à la baisse, le principe c'est que lorsque vous allez avoir une bougie, alors je vais prendre un exemple, ça va plutôt être utilisé pour un travail en bougie. Alors, ça marche aussi au TIC, c'est pas le problème, mais je trouve que ça a un peu plus de pertinence quand on travaille en bougie. Euh, Si par exemple, alors, ce qui serait pas mal, ouais, par exemple, on peut imaginer par exemple, alors c'est un peu fouillis là, j'avoue, mais le principe du croisement, c'est que par exemple, ici, vous voyez, il y a un croisement là entre la ligne violette et la ligne rouge. Euh, le principe, c'est de dire que ça va vous permettre de détecter, lorsque la bougie sera clos, euh, qu'il y a effectivement eu un croisement à la baisse. C'est-à-dire que lorsque la bougie est clos et que la bougie d'après commence, que vous soyez en tic ou en clôture de bougie, en fait, peu importe, s'il y a détection d'un croisement, c'est-à-dire que ça prend à minima 2 bougies, euh, et ben dans ce cas-là, la règle sera respectée. D'accord? Par contre, ça veut dire que la règle, elle va être respectée uniquement sur la bougie qui va suivre. Pourquoi? Parce que la bougie d'après, il n'y aura plus de croisement. Ici, il n'y a plus de croisement en fait. Le croisement, il s'effectue là, il ne s'effectue pas là. Donc, la notion de croisement, elle est éphémère. C'est-à-dire qu'elle ne va durer qu'un temps que d'une bougie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des petites options ici qui peuvent vous intéresser. Alors notamment l'option Hold, qui typiquement, l'option Hold, ça va vous permettre, lorsqu'une règle est détectée, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, enfin qu'elle soit bleue ou rouge, lorsqu'une règle est détectée qu'elle est vraie, elle peut être maintenue un certain nombre de bougies. De base, euh, il y a marqué 0 ici, ça veut dire que en gros l'option n'est pas utilisée. Donc si la règle est vraie et qu'elle ne peut durer qu'une seule bougie, comme dans le cas d'un croisement par exemple, ça durera qu'une bougie. Mais vous pouvez augmenter le chiffre. Vous pouvez par exemple dire, voilà, moi je veux que mon croisement, en fait, il dure 5 bougies. C'est-à-dire que la première bougie va être détectée et en fait ça va perdurer, il va être maintenu, la règle va être maintenue pendant 5 bougies. Ça vous permet éventuellement euh, de conserver un événement qui survient, donc un croisement à la hausse ou à la baisse, et de pouvoir lier cette stratégie avec autre chose qui a peut-être un petit peu plus besoin de temps ou qui est plus global, par exemple. Donc en gros, ce paramètre hold là, ça vous permet de conserver une règle pendant un certain nombre de bougies, à partir du moment et en démarrant avec le fait que cette règle soit vraie. C'est-à-dire que dès que cette règle est vraie, le décompte s'effectue et chaque bougie fera un décompte. Donc là, effectivement, s'il y a un croisement à la hausse ou un croisement à la baisse, donc c'est la valeur de gauche qui croise à la baisse la valeur de droite et là à la hausse.
eh bien dans ce cas-là, ça va durer 5 bougies. Une fois que ces bougies seront épuisées, du coup, la règle redeviendra fausse. Vous aurez une petite case blanche sur votre dashboard. Sauf si, miracle, la bougie d'après, de nouveau, ça devient vrai parce que les prix évoluent et que voilà. Et ben dans ce cas-là, c'est reparti pour 5 bougies. Donc voilà ce que vous permet de faire cette option. Ça vous permet vraiment euh, de, de conserver une règle pendant un certain nombre de bougies. Et également, vous allez pouvoir, alors ça va vous intéresser sur certains indicateurs, notamment l'Ishimoku, ça peut vous intéresser, puisque l'Ishimoku, pour ceux qui connaissent, c'est un indicateur enfin, c'est un système, on va dire même, qui vous permet d'avoir des sorties d'indicateurs, par exemple la lagging span, qui en fait est placé 26 périodes avant. Et puis le nuage, il peut aller jusqu'à 26 périodes après. Vous avez en fait 52 périodes d'un bout à l'autre du système Ishimoku. Et bien en fait, le shift, ça vous permet exactement de faire ça. Vous allez pouvoir en fait aller voir les valeurs de vos indicateurs un certain nombre de bougies avant, pour le cas d'un nombre négatif, et les comparer à un certain nombre de bougies après, dans le cas d'un nombre positif. Par exemple, l'Ishimoku, je vais peut-être remettre les valeurs correctement, mais sur l'Ichimoku, par exemple, imaginez que ce n'est pas la Tenkan que vous voulez voir, par exemple, mais en fait, vous voulez voir. Alors, hop, j'efface tout. Le petit bouton ici permet de tout effacer, de repartir de zéro. Ça peut parfois être simple. Voilà, je reprends l'Ishimoku, par exemple, et je vais vouloir voir si ma lagging span, donc si je reprends l'indicateur Ishimoku, la lagging span, normalement, tac, elle doit être, elle doit s'arrêter 26 périodes avant. Je vais la mettre Tenken Kinjunsen, voilà. Shiku Spine. Ah oui, c'est la verte, je l'avais pas vue. Je vais la mettre un petit peu plus grosse pour qu'on la voit. Voilà, elle est là. Donc, si cette, par exemple, ça peut m'intéresser de voir si elle est au-dessus du prix, par exemple. Enfin bon, après tout dépendra de ce que vous aurez, mais c'est simplement pour vous dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si 26 périodes avant, j'ai effectivement quelque chose. Donc je vais aller voir le prix 26 périodes avant, et donc en fait, à partir du moment où je veux commencer à faire du process calculatoire 26 périodes avant, euh, je vais devoir euh, mettre systématiquement 26 périodes avant. C'est-à-dire je vais regarder ce qui se passe ici. Et ici, je suis à 26 périodes avant. Donc je vais aller voir l'Ishimoku 26 périodes avant et je vais aller voir le prix 26 périodes avant. On va faire le test. Donc je regarde la lagging span et je veux savoir si elle est au-dessus du prix. Tiens, par exemple. Clac. Et je veux voir ça 26 périodes avant. Donc moins 26. Voilà. Le prix, tac tac, et j'affecte ça au time frame numéro 3, le même, clac, et là pareil, je veux savoir si elle est en dessous du prix. Donc voilà, en me calant 26 périodes avant, par rapport, on va dire, au temps global du serveur MetaTrader, enfin 26 bougies avant, je vais vouloir faire une analyse. Donc là, je sauvegarde. Clac, je vérifie que c'est bon, je n'ai pas fait de bêtises. Je prends ma conf 1 par exemple. Elle est sauvegardée et je la recharge. Donc je vais enlever ça, je la recharge et c'est parti. Voilà. Alors là, j'ai dû faire une bêtise, pour ça que tout a disparu. Ah oui, bah oui, j'ai fait des croisements, enfin bon, j'ai fait n'importe quoi, donc c'est normal que ça donne rien. Par contre, ici, voilà, j'ai le résultat ma, de ma lagging span. Donc par exemple ici, vous voyez effectivement, là, moi, ici, c'est la période 0 de base, hein, la période 0. 26 périodes avant, on voit que la lagging span, elle est effectivement en dessous du prix. Donc, la couleur est rouge. Là, elle est au-dessus. Donc, la couleur est bleue. En dessous, rouge.
en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Alors là, elle est en dessous de la... oui, parce que j'ai choisi la clôture du prix. Donc en fait, elle est en dessous, c'est normal. C'est normal. Voilà, excusez-moi, petite erreur de ma part, je reprends. J'avais fait une petite confusion, donc c'est bien 26 périodes pardon, en arrière, donc moins 26, 26 périodes en arrière également pour le prix, hein, puisqu'on on reprend bien 26 bougies en arrière par rapport au temps 0. Voilà. Même si la lagging span, alors c'est vrai que c'est un petit peu étrange la façon dont MetaTrader fonctionne parfois, même si la lagging span est décalée déjà de 26 périodes en arrière, comme vous le savez dans l'Ishimoku, et que et qu'en fait elle ne va pas plus loin. La valeur en fait qu'on doit indiquer en termes de décalage, elle est liée par rapport à la bougie numéro 0 ici. Donc même si la lagging span ne va pas plus loin, on va quand même chercher sa valeur 26 périodes en arrière parce que elle s'arrête 26 périodes en arrière. Donc là, on voit par exemple que quand on compare cette lagging span avec les prix, donc il s'agit de la clôture du prix. La clôture du prix, elle est là, la lagging span, elle est là, et donc là, par exemple, dans ce cas-là, elle est en dessous de la clôture du prix 26 périodes en arrière, donc on est bien rouge. Et si jamais la petite barre verte monte au-dessus, la lagging span monte au-dessus de cette clôture du prix, ça basculera à bleu. Bon, là, j'ai pas de chance, ça le fait pas. C'est en train de peut-être de le faire d'ici quelques minutes. Ah, ça monte un peu. Je fais une petite pause dans la vidéo pour voir si je peux vous le montrer. Voilà, clac, il n'a pas fallu attendre très longtemps. Elle est juste au-dessus, ça vient de passer. Ah, vous voyez, ça oscille entre rouge et bleu. Elle est vraiment pile poil à la limite. Pile poil à la limite. Donc on est exactement là à la jonction entre la lagging span et le prix 26 périodes en arrière. Voilà, là elle est au-dessus, là elle est en dessous. Bon, voilà, donc pour vous montrer qu'effectivement c'est pas forcément simple à comprendre. Euh, il faut vraiment considérer que la bougie numéro 0, c'est la bougie qui se situe ici, et à partir du moment où vous voulez capter des valeurs, euh, quel que soit l'indicateur et quel que soit le décalage qu'il peut y avoir, quelle que soit la façon dont l'indicateur se finit, il faut aller regarder 26 bougies en arrière par rapport au temps 0 à la bougie numéro 0. Voilà, on va clore cette vidéo là. Elle fait déjà presque 1 heure, c'est déjà bien trop. Euh, Petit rappel important, les indicateurs ne sont pas dans le dashboard, hein, je le rappelle et je le répète. Euh, le dashboard ne peut pas être responsable d'un problème de dysfonctionnement d'indicateur. Ça a pour avantage de pouvoir utiliser vos propres indicateurs. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et bon trade. Bye bye.